Bonjour tout le monde et bienvenue par ici sur ce live consacré au transgénérationnel. Du coup, j'ai mis une tenue de circonstance, je suis revenue dans le passé. Et j'ai fouillé dans mes placards. Bonjour Céline, j'ai fouillé dans mes placards, j'ai fouillé dans mes valises. Et je suis tombée sur un petit béret et un petit col lavalière, je crois. Et une petite veste des années 40, n'est-ce pas? Je suis dans un look très rétro. Et de plus en plus, j'ai décidé de me déguiser. Bonjour Delphine. J'ai décidé de me déguiser de plus en plus pendant les lives. Et je vous accueille, mesdames, avec une petite musique de jazz des années 40, qui va nous accompagner durant tout le temps de ce live, chers amis. Et bien sûr, une bougie avec nous pour accueillir nos ancêtres. Nous allons pousser le live jusqu'au bout. Et voilà, les amis, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce live consacré à la psychogénéalogie, ou du moins au transgénérationnel. Alors, il va se calmer, notre ami, là, Tommy Dorzé, là, avec son saxophone, celui-ci. Nous avons, c'est Dave Brubeck, Take 5, que j'ai décidé de mettre aujourd'hui pour vous accueillir, mesdames. Regardez, voilà, nous sommes dans les années 40, aux États-Unis, bien évidemment. Mélissande, bonjour. Eh ben oui, mon fils en a un aussi avec un cochon dessus, avec un sanglier. Et du coup, je me suis dit, si tu veux accueillir tes ancêtres, Angélique, habille-toi comme eux pour leur faire honneur. Et aujourd'hui, je vous propose, chers amis, de faire honneur à nos ancêtres. Parce que s'ils n'avaient pas été là, nous ne serions pas là. Et il me semblait juste de faire un live sur sur le transgénérationnel, sur les liens du passé, parce que nos bagages, les amis, nos casseroles, bonjour Nicole, nos casseroles, elles viennent bien de quelque part. Hein. Du coup, j'ai décidé de me mettre en tenue de circonstance et de vous accueillir habillée telle ma grand-mère. Non, les guides m'ont dit Angélique, non, les guides me disent Angélique, il te manque un col Claudine. Ou c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça? C'est un col Claudine? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ça? Alors, le lavalière, je connaissais les amis, mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oui! Le col Claudine! Oh! Ah oui, ça fait très années, oui, je vois des images, les gars, là. Ah oui, effectivement, oui. Peut-être que certaines grand-mères ou certains gens du passé étaient habillés de cette tenue-là. Peut-être que ça vous parle, chers amis. Donc voilà, bienvenue par ici, chers tous. Je m'appelle Angélique pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et je travaille avec vous sur votre vie, votre individualité, sur votre histoire, surtout sur vos programmes inconscients. Parce que si aujourd'hui vous ramez, si aujourd'hui vous êtes déprimé, si aujourd'hui rien ne va dans votre vie, je vous rassure, ça n'est pas de votre faute, mais seulement de la faute de vos programmes inconscients. Donc je vous accompagne, chers amis, dans votre vie à faire le tri. Moi, je mets ma redingote et on me montre, vous savez, ces films dans les années 40 avec ces films en noir et blanc avec beaucoup de détectives, avec ces femmes fatales, avec ces grandes coupes de cheveux, avec ces longues cigarettes, avec ces tailles de guêpes. On me dit comme ça et comme ça. On me montre ça. On me montre ça. Là, on est parti loin, les amis. J'entends les vieilles voitures aux États-Unis, les voitures de police. Wouh! On est à Chicago, on me dit. Et pourquoi on est parti si loin, les gars? On est parti, c'est du grand n'importe quoi. Et j'ai perdu le fil. Merci de m'emmener si loin, les amis. L'idée, c'est de me faire traverser l'Atlantique pour que je revienne quand même en France, parce que là, on est parti un petit peu loin. Et voilà, on me dit de partir à la recherche de réponses grâce au fameux détective. Grâce à ce fameux détective. Et donc, les liens transgénérationnels, ça semblait tout à fait logique d'aller y mettre le nez, bien évidemment. Et je vous aide aussi dans ce que je travaille avec vous. Attention, nous avons un petit solo de batterie. C'est très dur, le jazz en batterie. Moi, j'ai fait de la batterie pendant des années. Je peux vous garantir que c'est pas simple du tout. Ça coordonne les 4 membres en même temps. Et quand je vois l'aisance avec laquelle les mecs ils font de la batterie, les mecs des années 40 en jazz, là, c'est un truc de malade. Moi, quand je vois comment j'ai galéré pendant des années pour apprendre tout ça, et aujourd'hui je m'en sers plus. Qu'est-ce qu'il a l'air détaché, ce monsieur.
Donc, on va revenir sur des choses bien plus, parce que l'objectif, bien évidemment, c'est de se connecter quand même un peu au céleste pour avoir des messages, pour avoir quand même des trucs, hein, on est bien d'accord. Donc, on va mettre de la musique d'ambiance, beaucoup plus connectée, on me dit. Voilà, on y est. Et donc, chers amis, j'avais envie de vous proposer cette semaine de partir à l'aventure. Bonjour Patricia, bonjour Nicole, bonjour tout le monde. De partir dans l'aventure de l'histoire de nos ancêtres. C'est pour ça la tenue et de circonstances. Et du coup, les liens transgénérationnels me semblent importants. Je pense que ça peut être important quand même d'aller comprendre, d'aller surtout savoir à peu près d'où l'on vient, malgré que, quand même, je tiens à mettre un accent, qu'il n'est pas nécessaire de savoir tout dans notre vie, dans notre famille, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. C'est-à-dire qu'un mensonge qui aura été donné il y a 50 ans, parce que certains ont entendu que, deviendra croyance limitante pour les autres. Donc, quelque part, bonjour Stéphania, quelque part, tout savoir sur son transgénérationnel ne sert pas à grand-chose. Et je vais simplement, on me dit que je vais surtout aujourd'hui vous partager mon parcours par rapport dans l'idée, comment je suis arrivée jusqu'au transgénérationnel. C'est ça qu'on me dit, pourquoi est-ce que je suis allée explorer le transgénérationnel. Et pourquoi ça peut être pour certains, on me dit, parce que les énergies me disent, Angélique, il faut se mettre au niveau de tout le monde. Oui, oui, on est bien d'accord, mais toujours, on se met toujours au niveau de tout le monde, les amis. Il n'y a jamais eu de laissés pour compte et de gens laissés sur le bord du trottoir. On a toujours fait en sorte de se mettre au niveau de tout le monde, bien évidemment. Ils sont mignons. Et donc, en fait, le transgénérationnel, ça peut être important pour certains d'entre vous de passer par l'étape, on me dit, la case, l'étape. C'est pas forcément ça sera pas forcément le rôle de tout le monde, mais ceux que ça intéresse, déjà pour ceux qui ont un intérêt pour le transgénérationnel, malgré que ce soit très à la mode, on enlève l'effet de mode, on me dit. Mais pour ceux qui montrent un intérêt pour tout ce qui touche au transgénérationnel, à la psychogénéalogie, à tout ça, c'est cool, c'est chouette, ça veut dire que, effectivement, vous allez peut-être en avoir besoin pour comprendre quelque chose. Donc, on y met le nez, bien évidemment. Donc, moi, le transgénérationnel, j'ai mis le nez au confinement, premier confinement. Mon fils faisait un travail sur le printemps. Et on a parlé des arbres. Et les guides m'ont dit, dessine un arbre avec Max. Donc, ouais. Et c'est vrai, il est là. Je vous le montre. Venez avec moi, chers amis. Donc, Maxou, quand on était confinés, il a travaillé le printemps, on a travaillé les arbres. Et alors je sais plus complètement le sujet, je sais plus exactement ce que la maîtresse avait demandé, mais elle nous avait demandé de dessiner un arbre ou je sais plus quoi. Et Max a dessiné celui-là. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas les étiquettes. À la base, c'était que son arbre comme ça. C'est lui qui l'a dessiné comme ça. Il a voulu le faire de cette manière-là. Et alors, celui-là, c'est le mien, les gars. Celui-là, c'est le mien. Il est où le sien? Celui-là, c'est le mien. On l'a fait ensemble. Moi, ça, c'est le mien. Je vais vous montrer le sien. Ah oui, d'accord. Je sais où il est. Et en fait, il est où son arbre, les gars? Pourquoi il est pas là? D'habitude, on l'a mis là. Ouh, vous me faites chercher son arbre. On a dessiné un arbre avec Maxou. Et il est peut-être dans sa chambre. Et en fait, les guides m'ont dit, mais tu vas lui expliquer que la nature, il y a un truc avec les arbres. Il fallait expliquer un truc avec les arbres. D'ailleurs, il est où le sien? Et on a fait ça, en fait, avec Maxou. On avait fait ce truc-là. Voilà. On avait fait ça avec Maxou. Et il avait voulu mettre le nid sur le côté, là-haut, tout ça, machin. Et moi, je lui avais parlé de l'arbre généalogique. Et je sais pas où il est passé, ce truc. De son arbre généalogique, justement. Et, il est peut-être là. Ah, attendez. Je vous mets dans les fringues. Bougez pas, restez là. Hein. Mais c'était pas celui-là, les gars, qu'on avait fait avec lui. J'ai pas l'impression que ce soit celui-là. Il en avait fait un autre, Maxime. On lui a montré celui-là, mais c'était pas celui-là qu'il avait fait, Tini. Il en avait fait un autre, mais je sais pas où il est. Oh, il va falloir qu'on le retrouve, hein. C'est très important. Alors, je suis désolée, les amis, hein, je vous ai amené avec moi, mais il faudra que je le retrouve. Et j'avais dit à Maxou, je vais te montrer. Donc, du coup, on avait fait ça. Voilà. On avait fait ça avec Maxou. Voilà, il a mis son papy, sa mamie, tout ça. Et du coup, les guides me disent que le fait de dessiner des arbres avec les enfants,
C'est un enseignement qu'on nous donne, les amis. Le fait de dessiner un arbre généalogique avec des enfants en bas âge permet déjà de disposer dans l'inconscient de l'enfant, dans son cerveau, un souvenir, on me dit, un premier souvenir. Un premier souvenir, alors on est en train de me montrer quelque chose d'important. Il m'explique que le fait de créer des arbres généalogiques avec les enfants en bas âge comme ça permet de comprendre et de faire comprendre au cerveau de l'enfant comment se crée un lien. Parce que les branches représentent bien évidemment je suis relié à qui, je suis relié à quoi, d'où je viens, quelle est mon origine. Et l'enfant va simplement créer lui-même le lien. Alors c'est très important, d'accord. Je retourne chercher l'arbre parce qu'ils me disent retourne le chercher. Il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes dessus. Alors, je le reprends. Expérience en direct, les amis, c'est du live, c'est du direct. Ah, ils me disent, c'est vrai. Alors en fait sur l'arbre, voilà, il y a écrit tout un tas de gens, sont écrits dessus. Il y a son papa, il y a la copine de son papa, et moi mon conjoint n'y est pas dessus. Mon conjoint il n'a pas voulu le dessiner. Et donc en fait il explique, alors les guides me disent, il serait intéressant que tu refasses cet exercice avec lui aujourd'hui, parce que la manière avec laquelle on dessine un arbre, ça aussi on me dit que c'est un peu de l'ordre de la croyance. C'est-à-dire qu'on se met toujours en bas, c'est-à-dire qu'on reçoit, c'est ce qu'on me dit, oh, regardez, je le mets au-dessus de ma tête, elle est incroyable cette image. Vous savez ce qu'ils sont en train de me dire, Angélique, là, c'est très bien, tu bouges plus. Pourquoi? Parce qu'ils me disent que tout ça, quelque part, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris. Imaginez un grand entonnoir là, en fait. En fait, on a la croyance de s'imaginer que, en étant en bas, on récupère en haut tout de nos ancêtres. Déjà, il me dit là, déjà, c'est très bien comme ça parce qu'en fait, ils me disent, tu es en train de leur montrer une croyance limitante en direct. C'est-à-dire qu'on a la croyance de s'imaginer que nos ancêtres nous transmettent énormément de choses. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément le cas. Ça, c'est ce que le collectif, la société, veut nous faire croire. Ça fait mal. Ça fait mal à l'inconscient, ça. D'accord? Et donc, en fait, si vous voulez, l'idéal, c'est de créer un arbre généalogique, mais différent. De quelle manière? Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être pas mal à faire. Moi, je l'ai fait, ça. Vaut mieux dessiner se dessiner au milieu. On me dit à la limite, tu te dessines là. Et autour de toi, tu inscris les noms des personnes en fonction de l'attachement, l'affection, ce que tu ressens pour eux. Plus ils sont proches de toi, plus c'est important pour toi. Plus ils sont éloignés de toi, ils me disent, plus ça veut dire quelque chose. Si une personne est éloignée de mon axe, on me dit, si une personne est éloignée de mon axe, ça veut dire que j'ai un problème avec elle, ça veut dire que cette personne me montre en miroir ce que je dois aller chercher en moi. Quel souvenir je peux avoir avec cette personne? Il y a quelque chose à faire. Alors là, ils me disent que cet arbre, il faudra que je le refasse avec Maxou. Pour voir aujourd'hui un petit peu sa météo intérieure, inconsciente, voir où est-ce qu'il en est dans sa notion de lien avec les gens. Parce que la façon avec laquelle... Exactement. Mais oui, mais c'est ça. Parce que la façon avec laquelle on inscrit... Ça, c'est, on nous a dit qu'il fallait inscrire comme ça, les parents, les enfants, machin. Mais apparemment, il y a une arborescence, on me dit, qui demande à changer par rapport à ça. Parce que nombreuses personnes vont chercher dans le transgénérationnel des choses qu'elles ne comprennent pas, qu'elles ressentent, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le transgénérationnel, ou du moins le transgénérationnel va être mal interprété. C'est ça qu'on me dit. Et faites avec vos enfants l'arbre généalogique. Expliquez-leur seulement le concept, ne les guidez pas, ils disent, ne les guidez pas, laissez-les faire à leur manière, voilà. Et l'emplacement de chaque personne autour de l'enfant permettra de donner une direction sur le lien qu'entretient l'enfant avec la personne, pourquoi la personne est absente de l'arbre, pourquoi la personne est trop proche de moi dans l'arbre, pourquoi la personne est à cet endroit-là, ça veut dire quelque chose, tout est question d'interprétation pour la suite, mais voilà. Donc le lien transgénérationnel, il est bien évidemment important parce que ça va nous permettre de comprendre ce que je vis avec cette personne et qu'est-ce que cette personne est venue me faire vivre. Depuis quelque temps, je vous parle beaucoup de l'effet miroir parce que pour moi c'est un outil tellement puissant et tellement important dans notre vie que littéralement il faudrait que ça passe que par ça, quoi. Il faudrait qu'on interprète et qu'on fasse le travail transgénérationnel
mais toujours avec l'idée de comprendre qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette peur, qu'est-ce que ce soi-disant trauma vient véhiculer chez moi. Parce qu'en fait, le transgénérationnel, on va le chercher pourquoi? Pour chercher en permanence toujours la même chose, un traumatisme. Pour essayer de comprendre, ah ben voilà, moi je suis une femme soumise, ah ben de toute façon je ressemble à ma mère, de toute façon je ressemble à ma grand-mère, donc du coup je vais aller chercher dans l'histoire de ma famille d'où ça vient. Donc ça veut dire qu'à un moment donné il y a eu un trauma et on va chercher le transgénérationnel parce qu'on pense qu'il y a un trauma. Moi, quand j'ai travaillé sur le transgénérationnel, c'est venu comme ça parce que justement on a commencé à travailler avec Maxou l'arbre généalogique. Je lui ai expliqué que dans la vie, les arbres, c'était les arbres de la nature, mais il y avait aussi pour les humains l'arbre généalogique où à l'intérieur, on inscrivait toute sa famille. Et les guides après m'ont dit, mais et toi, est-ce que tu as déjà travaillé sur ta propre généalogie? Et je suis allée sur Internet parce que je sentais, j'avais pas le mot, je sentais je pouvais utiliser un outil pour me permettre de comprendre mon histoire et de comprendre ma famille, mais je n'avais pas le mot. Je tape sur Internet généalogie et le premier article qui me tombe, le premier truc qui me tombe, c'est pas généalogie, c'est psychogénéalogie, alors que j'avais rien demandé. Et du coup, je suis tombée sur un centre de formation à Millau où je me suis inscrite pour faire ma formation. Là, c'est pareil, pour savoir si c'était bien la bonne direction, j'ai demandé aux énergies de me dire, voilà les gars, si c'est bien ça, est-ce que c'est bien la direction pour moi? Est-ce que c'est la meilleure direction pour moi pour travailler sur moi? Parce que j'étais au tout début d'un gros travail sur mon développement personnel. Et du coup, je vois que la formation coûte 1 200 €. Je me dis, ah bah non, moi je peux pas. Je gagne déjà à l'époque, je gagnais 1 800 balles. Mais je me dis, je peux pas me permettre de lâcher 1 200 balles comme ça. En plus, on était en confinement, donc je dis, je vais avoir moins d'argent, c'est pas la peine. Et là, je me rends compte que je peux payer en 10 mensualités. Je me dis 120 € par mois, oui, je peux le faire. Donc, c'était bien la direction. Donc, j'ai commencé à faire cette formation. Et finalement, cette formation, elle m'a quand même servi. Elle m'a servi à comprendre le lien des féminines dans mon histoire de famille. Ça m'a permis de dessiner mon arbre, d'apprendre à dessiner mon génosociogramme, apprendre à quoi ça sert. Ça m'a seulement permis, quelque part, de rassurer mon mental dans l'idée que, de toute façon, le projet futur, c'était de s'installer à son compte. Et du coup, je me suis installée à mon compte parce que j'avais un diplôme en psychogénéalogie, sinon je l'aurais jamais fait. Pour mon mental, j'avais besoin d'être diplômée pour avoir une entreprise. D'ailleurs, les gens encore aujourd'hui s'imaginent que je suis psychogénéalogiste parce que c'est le diplôme. C'est pas le diplôme qui fait le bonhomme. Hein. Mon conjoint, quand les gens lui demandent ce que je fais, il leur dit elle fait de la généalogie. Je le regarde. L'autre jour, on a été à un mariage et il y a une femme qui me demande et vous travaillez dans quelle branche? Je lui dis dans l'accompagnement, dans la transition de vie. Mon conjoint, il était en face, il me regardait. Ah bon? Et puis là, je commence à faire un speech, je commence à expliquer un petit peu comment je travaille, et puis mon conjoint, il était sur le cul parce qu'il me regardait, il comprenait plus rien, quoi. Oui, parce que la psychogénéalogie m'a seulement montré qu'il y avait quelque chose à aller chercher dans mon passé, point. Ça n'a été qu'un outil qui m'a mis le pied à l'étrier, mais c'est tout, d'accord? Donc, le transgénérationnel va nous aider à mettre en avant essentiellement quoi? Des événements traumatisants. Ça peut être des deuils non faits, ça peut être des secrets non dits, ça peut être des schémas sociétaux toujours les mêmes, ça peut être tout un tas de choses, mais qui vont avoir référence avec un lien traumatique. Donc, en fait, on dirait qu'on a 2 missions. Déjà, dans un premier temps, je suis désolée de vous le dire, pour ceux qui sont pas ok avec ça, mais la famille, on l'a choisie. Hein. La famille, on l'a choisie, même la plus pourrie de l'univers, je suis désolée de vous le dire, c'est le choix de l'incarnation de l'âme, si on part du principe que l'âme s'incarne. Elle choisit ses parents, elle choisit sa famille. Nanana. Les trottoirs de Manille et tout ça, là, vous inquiétez pas, si, je te rassure, mon cher, je sais plus comment il s'appelle, Philippe, je sais pas quoi, sa famille, on l'a choisi parce que c'est la meilleure dans le domaine pour nous faire bosser ce qu'on a à bosser. Si je suis dans une famille qui maltraite les enfants, c'est la meilleure enseignante qui soit pour m'aider à bosser ce truc-là. Ensuite, visiblement, alors ça c'est une recherche que je suis en train de faire en ce moment, j'essaye de comprendre ce truc-là. Alors ça c'est pas quelque chose que moi j'ai appris en psychogénéalogie parce que la formation que j'ai faite, elle était quand même très générale. Et ça demanderait plus de profondeur, bien évidemment. Aujourd'hui, avec le niveau de conscience que je peux avoir, j'aimerais aller chercher plus loin ça pour comprendre, mais ça, c'est mon mental qui m'emmerde.
Mais il y aurait deux missions, c'est-à-dire une première mission qu'on dirait familiale, qui serait reliée à la lignée familiale, donc reliée à notre nom. Et il y aurait une autre mission plus personnelle, qui serait reliée à notre prénom. On a le choix, ou on ne fera une mission que reliée au nom de famille, ou on ne fera qu'une mission reliée à notre prénom, ou on fera les deux. Alors, s'il y en a qui savent en quoi consistent les missions reliées à la famille, c'est-à-dire par rapport à la vibration du nom, je suis preneuse sur les infos, parce que je ne connais absolument rien sur ce coup-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, et je ne sais pas en quoi ça consiste. Alors, je n'ai pas de bouquin là-dessus, je ne pense pas, il faut que je regarde, mais ça m'étonnerait. Alors, en fait, l'idée, ça serait quoi? Je choisis de libérer ma famille, son histoire, sur un plan plus collectif. Mais par contre, à ce moment-là, je ne bosse rien sur le plan personnel. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire va être fait pour libérer les miens, un point, c'est tout. Et quand j'ai reçu cette information-là, quand j'ai entendu ça, ça m'a ramené à une expérience que j'ai vécue cet été. J'ai un oncle qui est décédé d'un cancer. Et ce que j'ai trouvé surprenant, c'est cette mort était quand même assez surprenante. Parce que c'était un cancer du côlon. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi il n'arrivait pas à guérir. Les médecins n'ont pas compris pourquoi aucun traitement n'a fonctionné sur lui. Quand j'ai voulu l'aider sur le plan énergétique, je n'ai pu faire que quelques soins. À un moment donné, les énergies m'ont dit « Rideau, stop, tu vas pas plus loin, parce que ça ne te regarde pas. » Comme s'il y avait un interdit sur l'idée d'aider cette âme et d'aider cette personne. Ce monsieur est décédé la veille de ses 51 ans. Le chiffre 50 est important, je pense. Et surtout, c'est une personne que je n'ai pas vue durant tout le temps de sa maladie, mais il a demandé à me voir, moi ainsi que mon frère, la veille de son départ. Nous avons été quasiment les seuls à pouvoir rentrer en contact avec lui. Et mon frère et moi, enfin mon frère surtout, comptait énormément pour lui, parce qu'ils avaient un lien tous les deux par rapport au travail. Ils faisaient le même métier dans la même entreprise. Et du coup, je me suis dit, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai eu la possibilité de le toucher, j'avais envie de sentir son souffle de vie, parce que j'avais envie de rentrer en contact avec son âme pour en apprendre plus sur cette incarnation. Le souffle de vie n'était déjà plus là quelques heures avant. Donc la veille déjà, n'était plus là. Du coup, je me suis dit, tout ceci n'arrive pas par hasard, il est venu m'enseigner quelque chose. Et le lendemain, bien évidemment, il décède. Son âme vient me chercher le matin, entre 8h30 et 8h45, pour l'aider à passer de l'autre côté. Et en fait, j'ai pu avoir accès justement à certains pourquoi, même si on dirait plutôt parce qu'il n'existe aucun pourquoi. Et en fait, j'avais seulement affaire à une âme qui était terrorisée à l'idée de lâcher la vie. Parce que c'était une personne qui n'arrivait pas à lâcher la vie. Il s'est battu pendant 2 ans. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi les produits ne marchaient pas. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi il était encore là aussi. Parce que s'acharner sur la vie comme ça, c'était quand même incroyable. Et avant de partir, il m'a seulement dit une phrase, quand il était encore en vie. Quand on était à l'hôpital, pendant 2 ans, vous voyez pas quelqu'un, il vous reste que 5 minutes pour lui dire au revoir et faire le résumé de beaucoup de choses. C'est très rapide. Et du coup, en lui tenant la main, j'ai posé ma tête contre la sienne et il m'a dit la vie, c'est pas facile. Mais parfois, il faut s'accrocher. D'accord, donc j'ai gardé ça en tête. C'est un mot qui est devenu un mantra d'ailleurs, que j'ai donné pendant l'éloge funèbre à l'église. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tu viens quand même me donner une grande leçon. Et quand j'étais avec lui, quand j'étais avec son âme, quand elle est venue me chercher pour aller faire ce passage, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un enfant qui avait peur du noir, qui avait peur de l'inconnu, parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire de l'autre côté. Donc il a fallu faire tout un topo, lui expliquer ce qui allait se passer, comment passer, tout ça. Et après, il a pu partir en paix. Et j'ai reçu un coup de fil 10 minutes après cet événement où on me disait qu'il était décédé. Donc c'était bien ça. C'est pas mon mental qui déconne, c'était bien ça. Ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, c'était bien ça. Et ce que je ressens aujourd'hui avec un peu plus de recul, quand j'ai travaillé sur ça, quand j'ai préparé ce live, je me suis dit, je pense que ce monsieur n'avait qu'une seule et unique mission. Elle était familiale. Elle n'était pas personnelle.
Et je pense que c'est quelqu'un qui a fait le choix de libérer un clan, de libérer une famille. Parce que quand on a fait l'enterrement, moi j'avais une phrase qui me venait, qui me disait mourir à la tâche. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé toute sa vie. Le travail était d'une très grande importance dans sa vie. Sauf que chez nous, le travail ne rime pas avec plaisir, mais rime avec souffrance. Et du coup, je me suis dit, je pense que par son décès, qu'on le veuille ou non, il a réussi à libérer tout un clan. Donc là, chapeau. Merci monsieur. Grand monsieur, très très grand monsieur, merci. Parce que je pense réellement que ça permet au final au clan une nouvelle dynamique, un nouveau lien par rapport au travail, à la souffrance au travail, le fait d'arrêter de se tuer à la tâche. Je pense que sa mort a servi à ça. Donc je dirais, si je devais rester sur cette théorie, que cette personne s'était donné la mission plus familiale que personnelle, puisque finalement, la phrase qui me venait, c'était « il n'a pas profité pour lui ». Eh bien non, puisque si son rôle par rapport au transgénérationnel, c'était de faire pour la famille, certains ne vivent que pour arrêter un schéma répétitif, arrêter une souffrance reliée au clan. Et je pense que ce monsieur, c'est ce qui s'est passé. Et ce que j'ai trouvé assez curieux, c'est qu'il n'a pas pu aller... c'est ça qui était quand même assez incroyable. C'est qu'il est décédé la veille de ses 51 ans. Donc le chiffre 50 est important, comme si il lui avait suffi de 50 années pour parvenir à cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais moi je pense qu'il y a quelque chose dans ce bout-là. Et ensuite, donc il y aurait aussi cette idée qu'on vient dans cette famille pour travailler seulement sur nous, sur notre sphère très personnelle. Et c'est-à-dire que si je fais le choix de ne pas porter le fardeau familial, si je fais ce choix-là, c'est que j'ai décidé tout simplement de ne pas être le sauveur de ma famille. Et à ce moment-là, on va seulement travailler sur sa propre histoire personnelle et seulement ça. Une loyauté familiale, elle peut être vue comme une charge, suivant là où on se pose, ou je le prends comme un fardeau, ou je le prends comme une grande leçon de vie. Tout dépend de mon positionnement de départ. Alors ça marche pour tout. Les leçons que la vie me donne, ou je décide de me disposer en victime et à ce moment-là, je subis, j'en prends plein la gueule, ou je décide de prendre ce truc-là comme une ressource et à ce moment-là, j'en fais quelque chose pour me faire grandir moi. Le transgénérationnel, ça marche pareil. Les tuiles que vous avez qui peuvent vous arriver, les schémas répétitifs ou quoi que ce soit, de manière générale, ou ce que je vis, je le prends comme un fardeau et à ce moment-là, je vais me disposer dans un statut de victime, je vais ramer, je vais pas avancer, je vais voir tout noir dans le monde, je vais avoir une guigne pas possible. Ou alors, ce que mes ancêtres m'ont transmis, ce que mes parents m'ont transmis, je fais un listing, qu'est-ce que je peux dépasser, comment je peux transmuter ce truc-là, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite comme ça peut durer des années. Bonjour Sabrine. Je ne t'ai pas salué. Donc tout dépend de votre position de départ. Moi par exemple, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur le transgénérationnel, je suis partie du principe que j'étais dans une famille pas de bol parce que les femmes sont soi-disant soumises. Oh mais flûte. Flûte, flûte, fait chier. Donc du coup, j'ai pas de bol, je peux pas me réaliser, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et si je regarde le verre à moitié plein, aujourd'hui, on me donne la possibilité de conscientiser de mes yeux, contrairement à mes parents, à ma mère, à mes tantes, à mes grands-mères, à ma grand-mère. Je conscientise de mes yeux que ça existe. Ou je fais le choix de le prendre et à ce moment-là, je décide de sauver le clan, je décide de le prendre pour moi et patati patata et à ce moment-là, ça peut être une souffrance. Ou alors, je conscientise que ça, effectivement, ça se passe comme ça dans la vraie vie. Là, dans ce que je vois de mes yeux, ma mère, elle me transmet que les femmes sont soumises et n'ont pas le droit de travailler. Ma grand-mère me transmet que les femmes doivent être fidèles à leur mari et soumises à leur mari parce que c'est la vie qui veut ça, parce que c'est l'éducation qu'elle a reçue. Ou je le regarde de mes yeux et je me dis, ouais, non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord, donc moi, je sais que c'est là. Il n'y a pas de problème, je l'accueille. Il n'y a aucun problème, je sais que c'est ça, c'est ce que mes parents m'ont transmis. Je vais aller regarder dans mon inconscient ce que ma petite fille et mes parts blessés ont reçu comme information par rapport à ça. D'accord? Femmes soumises aux hommes, les hommes ont le droit de frapper les femmes, c'est de l'amour, c'est ok. Tout ça, je le prends.
tout ça, je vais aller le mettre en conscience et je vais prendre posture. Non, moi aujourd'hui j'ai décidé que je serai auto-entrepreneur. Moi aujourd'hui j'ai décidé que je ferai les choses autrement. Je sais que mes parts blessées sont toujours là et qu'elles pourront fonctionner par rapport à ça, mais aujourd'hui je prends posture. Non, non, je vous remercie de me montrer que les femmes peuvent avoir cette option-là, mais je vais vous montrer qu'il y a aussi une autre option qui existe. Elle n'existe pas encore, mais je vais la créer. Ça peut être ça aussi. Mon arrière-grand-mère est décédée un 17 mai, je suis née un 17 mai et je sais ce qu'elle a transmis à la lignée. Quel est le moyen de libérer ce lien qui a été transmis au clan? De quel lien parles-tu, ma chère Céline? Est décédée un 17 mai, je suis née un 17 mai. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que rien que par ta naissance, le lien est déjà fermé. La boucle est bouclée. C'est ça que j'entends. Donc en fait, on me dit que... C'est un bon exemple, on me dit, parce qu'en fait, on croit toujours qu'il y a un lien à libérer. Alors on me dit que c'est le mental qui nous persuade qu'il y a toujours une action à faire, un lien à libérer. En fait, on me dit que quand une... C'est intéressant. Quand une personne décède dans la famille, ça peut arriver qu'une naissance arrive tout de suite derrière. Pas forcément à date fixe, mais tout de suite derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a de la place et qu'on comble un vide. Donc par la naissance d'un enfant, là j'ai un exemple à vous donner. Je connais une femme qui a toujours eu du mal à avoir des enfants. Quand son père est décédé, elle est tombée enceinte. Alors que la science, les médecins ont toujours dit que cette femme ne pourrait pas avoir d'autres enfants, alors qu'elle avait déjà eu elle avait fait une fausse couche. C'était même pas une fausse couche. Elle avait eu un enfant qui était mort-né. Elle avait eu un autre enfant qui va très bien. Et ensuite, elle s'était auto-persuadée que de toute façon, elle ne pourrait pas en avoir d'autres. Alors les médecins lui ont dit, écoutez, probablement. C'était resté comme ça. Son père décède. Quelques mois après, elle tombe enceinte. Un cheveu sur la soupe. Et là, les énergies me disent, rien qu'en faisant ça, en vivant le processus, le lien se répare seul. Il n'y a même pas besoin, c'est parce que le nœud au cerveau te dit qu'il y a un truc à faire, qu'il y a un truc à faire. L'idée, on me dit là, c'est déjà de comprendre ce qui a été transmis, de quoi est-ce que tu parles. On me dit s'il y avait un vrai sujet, c'est de quoi je parle. Attendez, ma mère qui me demande si elle peut donner les bavoirs de mon fils. Mon fils qui a 7 ans. Je lui réponds. Mais en fait, Ah oui, d'accord. Les guides me disent, Angélique, c'est normal qu'elle te demande toujours ça parce qu'en fait, ma mère espère que j'ai un autre enfant. J'adore. Et donc, en fait, Céline, à la limite, ça serait, tu prends une feuille, tu écris le nom de ta grand-mère, puis en plus, tu as des capacités qui peuvent t'amener à faire plein de choses. Justement, c'est comme ça que tu vas travailler à la maîtrise de tes capacités, on me dit. Cette dame a perdu un bébé qui avait quelques mois. A eu des problèmes de santé et plusieurs personnes m'ont dit que ça venait d'un enfant décédé. Ça va plus loin que ça. Cette dame a perdu un bébé qui avait quelques mois. D'accord. Il est mort de quoi, cet enfant? Ma fille de 5 ans a eu des problèmes de santé. D'accord. Et plusieurs personnes m'ont dit que ça venait d'un enfant décédé auparavant dans la famille. Oui, c'est plus profond que ça. En fait, ils me disent qu'une loyauté, c'est un programme inconscient, finalement. Donc, en fait, on me dit que ça va bien plus loin que d'aller chercher l'enfant décédé. On me dirait qu'à la limite, il faudra aller chercher le deuil de la maman qui n'a pas été fait correctement. Ah oui, c'est vrai, la fameuse maladie bleue. C'est vrai, tu m'en avais parlé de ça. À la limite, il faudrait aller chercher... Alors, moi, ça me parle de l'hiver. On me montre l'hiver. À quelle saison est-ce que... On me dit à quelle saison est mort l'enfant, à quelle saison ton enfant est tombé malade. On me dirait même d'aller chercher l'hiver dans la médecine chinoise. Et alors la tristesse pour le bleu, ça me ramène beaucoup à la couleur bleue, ça me ramène à la tristesse sur quelque chose du fait du deuil non fait. Moi je vois une femme exaspérée sur comme ça là, dans une cuisine comme ça. Et en fait on me dit qu'à l'époque les deuils ne se faisaient pas parce qu'en fait on mourait le lundi pour refaire un deuxième enfant le mardi. Ça me ramène aussi à ma grand-mère quand elle a perdu son bébé, elle a perdu une jumelle. Et elle a quitté le pays tout de suite après, et en fait, le deuil n'a pas été complètement fait. Mais il y a un truc avec peut-être ou le deuil non fait ou la tristesse.
il ne faut pas, alors on me dit, il ne faut pas oublier que le rôle de l'époque des femmes, il y en avait que deux. C'était d'être des bonnes mères poules, donc avoir des enfants. Et c'était aussi avoir des enfants et être une bonne épouse. C'est tout, elle ne servait qu'à ça. Donc en fait, si l'enfant était décédé, c'est un échec. Je ne suis pas capable d'eux. Même ça, j'y arrive pas, c'est ça que j'entends. Même ça, j'y arrive pas. Il faudra accéder au programme inconscient pour comprendre, parce qu'il y a un programme inconscient derrière qui dit que je ne suis pas capable d'eux. Et la question qui s'inviterait, c'est « Et moi, aujourd'hui, Céline, dans ma vie, j'en suis où ?» Ne te concentre pas sur la date et le machin, c'est pas ça, parce que ça, on me dit que c'est ça. Il faut aller voir derrière, tu vois, c'est ça. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Il faut aller voir les autres étapes derrière parce qu'il y a une autre question derrière encore. Le décès n'est que l'affiche du film. C'est comme si on allait voir un film, on n'avait pas le titre, on n'avait que l'affiche, on me montre. Et en fait, on me dit ça serait la grande surprise de rentrer dans la grande salle noire pour aller voir vraiment quel est le fond du film et d'être complètement surpris par ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, on me dit que tout ce qui touche au lien transgénérationnel, on a mis beaucoup de croyances là-dessus. C'est trop bateau, c'est trop... c'est juste d'y aller comme ça de toute façon, parce qu'on me dit que toutes les formations en transgénérationnel, elles sont très classiques, très mentales. Elles donnent de la ressource au mental pour donner des nœuds au cerveau aux gens et les aiguiller très souvent dans une direction très pauvre, voire même dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça que il me ramène à cette idée où moi, à un moment donné, je me suis dit la psychogénéalogie, il faudrait descendre plus en profondeur. Ils me disent oui, elle est là la clé. C'est de descendre dans les profondeurs de l'inconscient. En fait, l'idée, ça serait d'accéder à l'inconscient de l'ancêtre. Qu'est-ce que mon ancêtre a vécu à ce moment-là? Ils me disent que l'idée, ça serait de se mettre à la place de l'ancêtre qui a vécu le décès. Ils disent, Céline, qu'à la limite, ce que tu peux faire, c'est te mettre à la place de ton ancêtre pour savoir ce qu'elle a ressenti. Et toi, si ça t'était arrivé, qu'est-ce que tu aurais ressenti? Et en fait, tu comprendrais mieux les choses plus en profondeur, parce que ce qui bloque sur toutes les formations transgénérationnelles, c'est qu'on va beaucoup chercher... Alors c'est bien d'aller chercher les dates, de faire le lien. C'est bien de faire le lien, d'aller chercher les dates, permet de connaître les acteurs et de connaître le rôle de chacun, ils disent. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est, puisqu'on en revient toujours à la même chose, ils disent, on en revient toujours à l'idée de quel est le programme inconscient qui a empêché la personne d'évoluer. En fait, c'est ça que ça parle de ça, essentiellement. Tout ramène toujours à la même chose. Je le vois dans le truc, il ramène toujours pareil. Quel est le programme inconscient qui a empêché l'ancêtre de faire ce deuil? J'ai pas le droit parce qu'à l'époque ça se faisait pas. De toute façon, je suis bonne à rien, je suis pas capable de. Et voilà, la maladie bleue donnerait peut-être une direction sur une émotion non ressentie. Parce qu'une maladie apparaît quand une émotion n'est pas accueillie. Ce ne sont que des indices disposés sur le chemin pour te permettre d'aller, ils disent, aller à l'essentiel, pour te permettre vraiment d'aller au fond, au cœur du problème. Il faut que tu ailles encore plus loin dans l'arbre, en fait, dans le sens où c'est comme si tu avais ton arbre en 3D, tu regardes le devant, on te demande d'aller derrière l'arbre, d'aller vraiment derrière. Ça comprend. Mais ouais, c'est ça que ça dit. En fait, l'idée de voir sa problématique, son schéma de répétition comme une ressource, ça nous donne un élan dans la vie qui va nous permettre de prendre les bons côtés de ce truc-là. Alors ils me disent attention, prudence, c'est pas parce que tu te fais taper sur la gueule, c'est pas facile de voir les bons côtés des choses dans le fait de se faire taper sur la gueule, mais si par exemple j'ai été maltraitée dans mon enfance et que mon père a été maltraité lui aussi, qui m'a maltraité dans mon enfance, quel est le bon côté du traumatisme? C'est de montrer que où en est, si on devait voir le bon côté de ce truc-là, c'est où est ma limite? Qu'est-ce que j'accepte aujourd'hui de recevoir ou de subir pour prendre conscience que j'ai de la valeur? Oui, la maladie du cœur, le cœur brisé. Parce que moi, à mon avis, le deuil, il n'a pas été accueilli. Le deuil, il n'a pas eu le droit. J'ai le droit d'avoir le cœur brisé, bordel de merde, c'est mon enfant que j'ai perdu. C'est ça que j'entends. Pourquoi est-ce qu'on m'a interdit d'accueillir ce truc-là? C'est ça que j'entends, en fait. Et ton enfant, l'âge de 5 ans, c'est ça, a eu des problèmes.
Est-ce qu'elle a le droit d'accueillir la maladie? Est-ce qu'elle a le droit d'accueillir la faiblesse? Est-ce qu'elle a le droit d'accueillir la tristesse? C'est ça que j'entends. Dans toute charge, dans tout fardeau ou autre loyauté qui maintient l'être en souffrance, se dispose un questionnement qui demande plus de profondeur. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui... C'est ce que j'ai... À partir du moment où on a conscience de cela, il est bon d'observer non plus le symptôme ou la charge, mais de regarder la traduction de son expression. On est en train de le faire, les amis. C'est du direct. Alors c'est ça. Qu'est-ce qui fait que je vis ça? Comment je me sens dans la vie de vivre ça? C'est ça les questions, Céline, que tu peux te poser. Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Quand vous vivez un traumatisme, un choc, un fardeau, quelle est la part blessée en moi qui a besoin encore de vivre ça pour exister? Lorsqu'un membre de notre famille porte une charge, une maladie, une adversité ou autre, certains en perdent la vie. Merci, ça c'est comme mon oncle. Hein. Tonton, c'est toi. Hein. C'est un cadeau pour permettre aux autres de libérer une charge transgénérationnelle. C'est tout simplement un acte d'amour pour soi, pour lui et pour l'humanité. Parce que si on revient sur l'histoire de mon oncle, en fait, en ayant expérimenté ça, il a, même sur le plan du collectif, il y a un travail énergétique qui se fait en fait dans l'univers. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi de manière individuelle. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. Alors, si par exemple on se sent touché par ce que traverse le proche, c'est-à-dire que moi je me sens reliée à un ancêtre parce que on est pareil, parce qu'on vit la même chose, parce que ça me parle, parce que c'est intuitif, je sens qu'il y a quelque chose, eh bien cela nous renvoie l'info que nous en prenons la responsabilité et la loyauté. Mais c'est pas obligé. Le truc qui va se passer, c'est que quand on prend la loyauté, quand on prend la charge de quelqu'un d'autre, alors l'idée, ça serait de prendre le problème, on me dit le problème qui se passe avec l'histoire du transgénérationnel, c'est que tout de suite, je vois des images. Tout de suite, les gens, ils vont aller focaliser, ah, je suis né le jour de la mort d'un ancêtre, donc automatiquement, je suis comme lui. Automatiquement, je vais avoir des problèmes en amour parce que lui s'est suicidé parce qu'il s'est fait larguer. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes en amour. Non, ça, c'est le mental qui vous donne des arguments que c'est réellement ce qui se passe. Sauf que pas du tout. J'ai pas l'impression que ce soit cette posture-là qu'il faille prendre. Parce que cette posture-là, elle vous emmène dans des pourquoi, alors que le transgénérationnel ne nous permet que de répondre à une seule chose, parce que. Seulement parce que. Parce que c'est ainsi. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas autant de ressources que nous aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, j'aurais fait à sa place? À la limite, s'il y avait un travail de profondeur à faire, si je me ressens relié à un ancêtre et que cet ancêtre a eu une action, un acte désespéré, un acte délibéré ou quoi que ce soit et que je me sens avoir récupéré cette charge, la question que vous pouvez vous poser de manière thérapeutique, c'est « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place à la même époque ?» Je pense que c'est un travail beaucoup plus enrichissant parce que ça permet de déculpabiliser, ça permet de se détacher, c'est un travail aussi de pardon. Et ça permet, on me dit, de rendre, finalement, juste avec ce travail de questionnement, « Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?» Ça permet de rendre à l'ancêtre ce que moi, je ne veux pas ou ce que mon inconscient, c'est ça qu'on me dit, ce que ma part blessée veut absolument que j'ai pour me conforter dans l'idée que je suis une victime. C'est ça que j'entends. Ce qu'il faut savoir, c'est que si moi je libère un processus de répétition, simplement en prenant conscience, simplement en prenant mes responsabilités et en accueillant mes parts blessées, ça veut dire que ça c'est génial ça. C'est-à-dire que déjà, si moi je libère mes enfants, mais je libère tous les autres. Et c'est surtout que il faut pas croire, on me dit de montrer, c'est là que c'est important. Faut pas croire que parce que je suis là, je libère une croyance. Je libère comme ça et comme ça. En fait, je libère comme ça. En fait, je libère tout ça. En fait, ça part dans tous les sens. En fait, je libère tout le monde. En fait, je libère tout le monde. Faut pas s'imaginer que c'est que comme ça.
à partir du moment, et c'est là que moi je me suis rendu compte que finalement j'avais fait un énorme travail sur ma famille en fait. Pourquoi? Plus vous travaillerez sur vous, sans prendre la responsabilité d'aller libérer cet ancêtre-là parce que vous en sentez pleinement le besoin, l'idée de vous disposer en sauveur, non. Moi je suis partie du principe que je suis venue dans cette famille, et ça m'a fait énormément de bien de le voir comme ça. Je suis venue dans cette famille pour bosser pour moi. Moi aujourd'hui, avec le niveau de conscience que j'ai, avec le parcours que j'ai eu, j'ai élargi mon champ de conscience, j'ai mis beaucoup plus de sagesse dans ma vie, beaucoup plus de conscience dans ma vie, donc aujourd'hui je n'ai pas la même vision qu'il y a 6 ans. Quand j'ai commencé à faire ma formation transgénérationnelle, bien évidemment, et il faut passer par les étapes les amis, je fais un dessin, on me dit de dessiner. En fait, my dear friends, chers amis, soyez bienveillants avec vous-même. Ce qui se passe, prenez le temps d'accueillir les choses, prenez le temps d'accueillir les guérisons, prenez le temps de faire le travail de conscience. N'allez pas trop vite en besogne. Nous sommes là pour vous aider à faire le boulot, chers amis. Tout à fait, ma chère Nicole. J'enlève les textes, les amis, parce que je n'y vois rien sinon. En fait, là vous y voyez. Ouais. En fait, ça, ce sont des plans de conscience. Moi, en 2021, j'ai commencé ma formation en transgénérationnel. Hein. Je l'ai commencé là. J'ai commencé ma formation en transgénérationnel. Donc en fait, j'ai utilisé le génosociogramme, j'ai utilisé les liens. Pour moi, dans ma tête, ma grand-mère, j'étais reliée à ma grand-mère, mon cerveau avait besoin, avec son niveau de maturité, on va dire niveau 1, c'est ça qu'on me dit de faire, avec son niveau de maturité, son niveau de connaissance, son niveau de conscience, j'avais besoin de me dire que j'étais reliée à ma grand-mère, à ma mère, à mes tantes, par le lien transgénérationnel, que la féminine n'a pas le monopole, que la féminine est soumise au masculin, que la féminine a beaucoup d'entraves et beaucoup de croyances limitantes pour réaliser sa life. Okay. Donc j'ai fait le génosociogramme. Sur le génosociogramme, bien évidemment, mon cerveau, il a tout fait pour faire le lien, pour voir que effectivement, pour me conforter dans l'idée que effectivement, je suis bien reliée à ma grand-mère, à ma mère et à mes tantes, qu'on est tous dans le même bateau, et donc que c'est tout à fait juste que je sois à la place niveau 1 en 2021, parce que je n'avais pas d'autre choix que celui-là, je venais de l'apprendre et je venais de le voir et de le vivre. Et donc ça me permettait de voir que aujourd'hui, en 2021, si je suis dans la situation dans laquelle je suis, avec mon conjoint, avec mon travail, ici et là, c'est tout à fait juste parce que je suis au niveau 1. Je travaille sur moi, je travaille sur mon mental, je travaille sur mon ego, je travaille sur mes parts blessées, je monte les niveaux, j'atteins le niveau 2. Le niveau 2, qu'est-ce qu'il me raconte, le niveau 2? Si je devais donner un autre exemple. Le niveau 2 me montre... On est parti. Le niveau 2 me montre que j'ai une part de moi plus spirituelle, que j'ai une part de moi beaucoup plus spirituelle, qui demande à émerger. Et je me rends compte que cette part plus spirituelle est en lien avec la féminine, est en lien avec la dame, et en lien avec la vérité du féminin dans cette vie. C'est-à-dire que le niveau 1, lui, me montre que la femme est blessée, soumise, c'est un paillasson, elle sert à que dalle. La sphère spirituelle me montre que je suis une grande dame. Je reçois mon nom spirituel, qui me fait référence à l'idée que je suis une grande dame, et on me demande d'accueillir cette part en moi. Ça, 2022. Je mets de côté ce qui s'est passé en 2021, je sais, je l'ai conscientisé, je sais très bien que je suis toujours une femme soumise, il n'y a aucun problème. En 2022, je me rends compte qu'effectivement, je suis aussi quelqu'un d'extrêmement spirituel, que je dois accueillir mes parts de lumière, que je dois accueillir tout un tas de choses à cette époque-là. Et du coup, on me demande d'accepter cette part de moi. Sauf que cette part de là, pour exister, elle va avoir besoin de revenir sur le transgénérationnel pour comprendre dans la matière, de façon très cartésienne, la place de la féminine.
Si je n'arrive pas à accueillir ma part spirituelle, je ne vais pas arriver à accueillir ma part terrestre, en fait, tout simplement. Donc, je continue d'évoluer. Mon niveau de conscience, il évolue. Je grandis sur mes blessures, je grandis sur la notion de l'ego, je grandis sur la notion du mental. Et aujourd'hui, je me rends compte, là, par exemple, en 2022, je me disais, oh ben ça, aujourd'hui, ça a plus d'impact sur moi parce que j'ai pris conscience, j'ai simplement pris conscience que, effectivement, j'ai peut-être la même histoire que ma grand-mère, mais je sais, en mon âme et conscience, que moi, ça, je n'en veux pas. Je l'ai conscientisé, je le sais, j'en fais une ressource. Cette ressource me permet de quoi? De prendre conscience que, en 2023, je prends conscience que je vis dans ma famille pour expérimenter. Pour faire mon chemin personnel. Je regarde seulement les bons côtés de ce truc-là et je me rends compte que grâce au transgénérationnel et grâce à ma grand-mère, j'ai compris le statut des femmes dans ma famille. Je connais la météo transgénérationnelle, je connais ma propre météo cartésienne féminine. Je sais où j'en suis dans mon lien au féminin face à la vie, face au masculin, face à la société. Ma sphère spirituelle me montre les ressources et les pouvoirs du féminin. Ma sphère spirituelle me montre ce dont je suis capable. Elle me montre aussi ce que je dois aller chercher au fond de moi. Elle me montre ce que je dois bosser pour parvenir justement à une version toute nouvelle de la féminine. Et plus ça va, plus j'élargis mon champ de conscience et plus je me défocalise de ma famille et moins j'ai d'impact. Moins leurs problèmes personnels, le statut des femmes blessées, le lien avec mes parents, le lien avec mes grands-parents s'améliore. C'est-à-dire que je me sens moins victime, je me sens moins impactée parce que je grandis mon champ de conscience, je grandis ma sagesse, je grandis ma vision de ma famille et je grandis la vision de qui je suis. Et du coup, je pars du principe que ma famille est une famille d'adoption. J'installe en moi l'idée, je me sens plus rassurée, je me sens plus à l'aise de me dire que effectivement, je suis venue dans cette famille pour vivre mon expérience personnelle. J'accepte la différence avec mes parents, j'accepte la différence de choix, la différence d'opinion, j'accepte d'être éloignée d'eux, j'accepte de ne pas aller leur rendre visite tout le temps, j'accepte de ne pas recevoir autant d'amour ou quoi que ce soit, je défocalise et je me rends compte que je suis tout à fait capable de faire les choses par moi-même. Du coup, je me rends compte que ma famille est une famille dans laquelle je me suis incarnée. Je remercie mes parents de m'avoir donné la vie. Mais cette vie, elle m'appartient, elle est à moi. Donc, du coup, aujourd'hui, je peux tout à fait faire le choix, très conscient, de ne plus être responsable de ce que ma famille m'a transmis. En fait, à partir de ce moment-là, le transgénérationnel n'a plus d'impact sur moi. Parce que j'ai fait grandir ma conscience. Ce sont des étapes. Et quand je vais arriver au niveau 4, donc là on en est au niveau 3, ensuite je vais arriver au niveau 4. Et le niveau 4, on me dit, c'est la phrase que j'entends, j'exprime la vérité du féminin. Ça veut dire vis ta vie. Aujourd'hui, ça veut dire tu as toutes les cartes en main pour réaliser tout ce que tu as envie. Quelles sont les seules choses aujourd'hui quelles peuvent être aujourd'hui les seules choses, parce qu'aujourd'hui j'ai toutes les ressources en moi pour parvenir justement à mener ma propre existence. Quelles sont les seules choses aujourd'hui qui ne me permettraient pas de réaliser tout ce que je veux? Seulement mes programmes inconscients et mes croyances limitantes. Si je trouve une croyance inconsciente, si je trouve un programme limitant, je vais éventuellement aller chercher son origine si j'en ai besoin dans le transgénérationnel, en faisant le lien. Mais je peux aussi très bien aller chercher dans la sphère spirituelle s'il n'y a pas quelque chose qu'on veut me dire. Mais puisqu'aujourd'hui, en 2023, j'ai ma propre existence avec mon enfant, avec mon conjoint, j'ai ma famille à moi que j'ai créée, je vais plutôt me concentrer sur ça, parce que ce sont eux qui sont les plus proches de moi pour me montrer ce qui se passe en moi. Le transgénérationnel, au début, quand vous y mettez le nez, pour la première fois, il va quelque part vous montrer un chapitre de vos profondeurs,
Mais plus vous allez passer les étapes, plus vous allez vous rendre compte que finalement, votre entourage proche peut aussi faire le travail sans problème. Ce qui m'apporte la voie de guérison, c'est de conscientiser que toutes les blessures, qu'elles soient niveau 1, ça peut être aussi des blessures par rapport à la spiritualité aussi, ou quoi que ce soit, ou que je vais aller chercher par la voie spirituelle. Ça peut être aussi des blessures dans l'expérimentation que je vis aujourd'hui, avec ma nouvelle vie, mon nouveau conjoint, mon nouveau travail. Ça peut être simplement quelque chose que j'ai créé moi. Ce qui m'apporte la voie de guérison, c'est de conscientiser que toutes les blessures sont à l'intérieur de moi et que la vie me donne les indices pour y parvenir et à comprendre le fameux comment je me sens avec les autres dans ma vie. En fait, le transgénérationnel, il va simplement commencer à installer des noms sur des blessures. C'est comme si c'était le premier chapitre. C'est pour ça que c'est le niveau 1. Moi, personnellement, ce que je suis en train de vous dire ici, les amis, ce ne sont que ma vérité à moi. Je dis pas que c'est... Voilà, chacun, faites votre marché. Moi, j'ai préféré, avec le recul, moi, j'ai décidé de le voir comme ça allège mon mental, et du coup, aujourd'hui, je me rends compte que de toute façon, c'est pour ça que ça sert pas à grand chose d'aller chercher sur 50 générations, puisque quand j'ai travaillé sur mon transgénérationnel, je savais que de toute façon, ça irait pas très loin, et que de toute façon, il y aurait qu'un chapitre à aller chercher. Un seul et unique. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai mes grands-parents maternels, ils sont émigrés espagnols. Mes grands-parents paternels, émigrés portugais. C'est-à-dire que les Portugais, on n'en a jamais entendu parler, on ne sait même pas où ils sont. Et du côté de ma grand-mère maternelle, ils vivent à Séville et ils sont tous morts. Ma grand-mère, c'est la dernière. Et du coup, quand j'ai fait mon arbre, je me suis arrêtée à mes arrière-grands-parents que je n'ai jamais connus. Et ma grand-mère, quand j'ai voulu commencer à faire ce fameux travail transgénérationnel, quand j'ai commencé à lui en parler, ma mère m'a dit « Mais tu n'y arriveras pas à lui en parler parce que de toute façon, ça l'a fait tellement souffrir qu'elle ne veut pas. » Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris les photos et je les ai regardées. Et j'ai écouté ce que je ressentais quand je voyais les photos. En fait, c'est là aussi, quelque part, que j'ai découvert mon intuition, que j'ai fait grandir mes capacités extra-subtiles, mon intuition et donc ma conscience. Plus vous élargirez votre conscience, plus votre intuition va grandir, les amis. Il n'y a pas de secret. Et en fait, si vous voulez, d'aller faire des recherches en permanence, les dates, les machins, les trucs, c'est chouette d'aller voir, de faire le lien. Si vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez personne dans votre vie, ceux qui sont nés sous X, ils ont personne. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va bien être obligé d'aller chercher des informations dans la matière. Puisque nous avons besoin sur un plan très mental d'identifier pour comprendre, trouver les origines peuvent représenter le premier élan thérapeutique pour commencer un processus de guérison. C'est vrai. Ça peut être un premier élan. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que quand je regarde mon génosociogramme, quand je l'ai fait, moi, dans la formation que j'ai fait, on m'a dit, le génosociogramme, quand il va te péter à la gueule, tu vas voir, tu vas tout comprendre. Moi, j'ai dû attendre, alors il y avait 10 séances, j'ai dû attendre la 7e ou la 8e pour le faire. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Il y avait une part de moi qui ne voulait pas. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais je suis censée voir quoi? Et là, en fait, le seul truc qui m'a pété à la tête, parce que c'est le mental qui m'a dit, c'est le seul truc logique, c'est que les femmes, elles avaient toutes un destin, c'était tout le même. C'est le seul schéma de répétition que j'avais. Elles avaient toutes le même schéma de fonctionnement. Et en fait, les indices, ils ont été disposés, parsemés sur le chemin. De quelle manière? Je vais chez ma mère. Je prends un verre dans le placard, vous savez, là, le vaisselier avec la vitre. Je prends un verre. Je ferme la porte et là, je vois une photo de mariage. Ma mère, au mariage de mon cousin, avec ses sœurs. Et là, les guides me disent, Angélique, elles ont toutes la même coupe de cheveux. Ah, c'est pas fou. Premier indice. Ah, donc il y a un truc qui déconne. Il y a un truc à aller voir. Ok. C'était au tout début, quand j'ai commencé. On m'a envoyé vers la psychogénéalogie. Du moins vers le transgénérationnel.
Et là, du coup, j'étais là, je leur dis, ouais, mais elles ont toutes les mêmes coupes de cheveux, mais c'est-à-dire... Et là, j'entends, facile, pratique, ça dérange pas quand on fait le ménage. Et là, je vois ma grand-mère. Elle a la même coupe. D'accord. Je me dis, ok, il y a un truc. Et là, en fait, je me rends compte que c'est l'éducation que ma grand-mère a reçue, qu'elles ont reçue elles aussi, qui font qu'elles sont toutes les mêmes, elles sont reliées toutes pareilles. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher dans l'histoire de ma grand-mère, son histoire à elle. Alors, je me rends compte, sa mère aurait disparu, mais on n'en sait pas plus. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, un médium, qui m'explique que je ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon arrière-grand-mère. Oh là, je dis, ah bon? Il me dit, ah mais c'est incroyable. Il me dit, je la vois, elle est là, mais elle vous ressemble, c'est incroyable. Ah bon? Pourquoi pas? Et donc il m'explique que c'était une guérisseuse. Ah bon? Et que apparemment elle aurait fini folle et qu'elle aurait disparu comme ça. Peut-être dans un asile, on sait pas. Très bien. Et du coup, un jour, je vais chez ma grand-mère et je dis à ma grand-mère, maman, t'as une photo de ta mère? Elle me dit, mais oui, pas de problème. Et donc là, elle me montre cette photo et je ne ressemble pas du tout à mon arrière-grand-mère. Mais alors, pas du tout. Sur les photos, mais alors, pas du tout. Et alors là, j'étais là, j'ai dit, ouais, bon, ok. Et quand je lui demande qu'elle me parle d'elle, elle me dit, mais tu sais, moi j'avais 3 ans quand elle est décédée, elle était couturière, et c'est tout ce que je peux te dire parce qu'après, je ne sais pas. Et en fait, elle a grandi avec son père à elle. Elle a grandi avec son père. Oui, elle a grandi avec, oui, bien évidemment, mon arrière-grand-père, du coup. Et en fait, elle me dit qu'elle a une éducation très particulière, très rude, et qu'elle s'est occupée de ses frères et sœurs, et ça s'arrête là, quoi. Et en fait, les guides me disent, va chercher plus loin. Et là, je regarde sur le plan du pays. Parce que je me dis, il y a un truc avec l'éducation. Quelle éducation on donnait aux enfants dans les années 30-40 ? C'était l'éducation franquiste. Les femmes ne servaient absolument à que dalle. Elles servaient à rien. Donc c'est ça que l'éducation que ma grand-mère a reçue. Il a fallu que je me concentre plus sur ça pour comprendre pourquoi les femmes de ma famille choisissent les hommes qu'elles choisissent. C'est juste le programme inconscient qui fait que on est disposé dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Et donc, quand j'ai parlé à ma mère ensuite de sa propre vie, donc ma mère a eu son fils à 20 ans, parce que elle est tombée enceinte hors mariage, il a fallu qu'elle se marie avant que l'enfant arrive. Mais clairement, ma mère me fait comprendre que c'était plus un mariage de convenance qu'autre chose. Donc du coup, ça me permet moi de comprendre les relations que j'ai avec les hommes. Et donc en fait, si on devait mettre un chapitre au-dessus de toutes ces recherches intergénérationnelles, moi, elles m'ont servi simplement pour comprendre quelle est la posture des femmes dans ma sphère de vie, dans ma vision. Quelle place elles ont, à quoi elles servent, à quoi elles aspirent, qu'est-ce qui est à leur portée de ce qui ne l'est pas. Va chercher tes informations là-dessus, tu vas comprendre toi, ton lien avec toi-même. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, la vie, c'est simplement une histoire d'amour entre soi et soi. Si nos ancêtres nous envoient, notre famille nous envoie ce qu'elle nous a envoyé, nous a fait subir ce qu'elle nous a envoyé, c'est simplement pour nous faire comprendre qu'est-ce qu'on est capable d'accepter, qu'est-ce qu'on peut refuser. Tout simplement. Et donc, en fait, grâce à ce premier processus thérapeutique, donc on va dire le transgénérationnel, je parviens grâce à cela à planter le décor et à faire la différence entre ce que je vois, ce que je ressens, entre la douleur, la souffrance, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Ça, vous pouvez le faire. Posez-vous la question. Quand vous sentez que vous avez un lien avec votre ancêtre parce que vous avez des choses en commun, moi, l'image que je vois, c'est on met une photo à gauche de l'ancêtre, on se met à droite et on regarde les points communs que j'ai avec eux. Dans son histoire à cet ancêtre-là, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui me fait souffrir, qu'est-ce qui me fait plaisir. Il y a peut-être un travail à faire comme ça. En fait, tout est une question de choix et de posture. En fait, il y a des croyances populaires. La notion, vous savez, du fameux karma familial. Le karma familial reste une notion non subie, c'est un choix. C'est pour ça que ça reste un choix.
Si je suis interpellée, si c'est comme moi, hein, moi si pour moi c'était un choix de me dire que je suis exactement comme les femmes de ma famille parce que la notice du transgénérationnel nous dit que d'un lien à un autre je subis ça, d'accord? Donc la notice dit que, donc automatiquement je récupère le karma familial parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc ça reste un choix de l'être de le vivre parce que le conditionnement, la croyance populaire dit qu'elle se vit pour une raison X ou Y. Et donc du coup, par loyauté, je vais le revivre en conscience. Je peux le revivre totalement en conscience. Mais je le fais pour moi, à ce moment-là. Si je le fais automatiquement pour aller libérer un ancêtre, parce que c'est ma croyance blessée qui dit que je dois le faire pour ça, ça va être souffrant. Vous allez mal le vivre. Par contre, si, comme moi je l'ai fait, aujourd'hui avec plus de recul quand je l'analyse, je me dis que moi je suis allée voir, ouais d'accord, on peut le voir comme ça, c'est vrai. Moi je suis allée voir la posture des femmes de ma famille pour comprendre ma propre posture à moi. Parce que libérer ma mère, ma grand-mère, ça marchera jamais. Enfin je veux dire, ça peut peut-être libérer sur le plan de l'inconscient collectif bien évidemment, et l'inconscient familial bien évidemment. Mais à la base je le fais pour moi. Ça c'est ma mission personnelle. D'accord, ma mission personnelle c'était ça, c'était de le faire pour moi, pour me dire que moi j'ai pas envie de ça et que je retournerai pas dans un schéma comme ça, c'est absolument hors de question en fait. Et en fait il n'est pas nécessaire de tout connaître, ça peut seulement nous servir à défocaliser des choses. Et moi je sais que j'ai vite compris que je pouvais pas aller très loin dans les recherches, puisque la famille étant à l'étranger je pouvais rien savoir. Et du coup je me suis dit que ce que j'allais faire plutôt, c'est aller piocher ce qui m'interpelle dans la famille. Si quelque chose m'agace, si quelque chose m'énerve, si quelque chose je ne le supporte pas dans cette famille, ça veut dire que c'est une part en moi qui demande à être mise en lumière. Ça reste un programme inconscient qui demande à faire surface, ça reste une part blessée qui demande à faire surface. D'accord ? Et si je sens que j'ai une loyauté familiale qui me maintient dans une posture négative, quelle part de moi a toute nécessité à garder cette croyance en lui ? C'est ces questions-là que vous pouvez aller vous poser. Parce qu'à ce moment-là, c'est une part blessée qui a envie d'exister au travers de ce truc-là, c'est tout. Donc ça reste un programme inconscient. Et l'idée de faire le génosociogramme ou l'arbre généalogique, alors de le faire pour le faire, comme moi j'ai fait pendant ma formation, je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse, et il fallait que je fasse des photos et l'envoyer pour la formation, je l'ai fait, c'est bien. Mais l'idée c'est de le faire en toute conscience, plus pour marquer mes instants de vie. C'est pour ça que aujourd'hui, si je devais conseiller quelque chose, j'aime bien l'idée, un jour les guides m'ont donné une idée, et c'est aujourd'hui je me rends compte que c'est là en fait. C'est pour ça que ça, à un moment donné, ça a bugué. Parce que mon mental, bien évidemment, m'a dit, Angélique, il faut absolument que tu fasses le génosociogramme parce que la règle dit qu'il faut le faire, parce que en psychogénéalogie, si tu fais pas le génosociogramme, ça marche pas. Et donc du coup, moi j'arrivais pas à le faire. Et un jour les guides m'ont dit, et pourquoi tu fais pas plutôt une ligne du temps? Une ligne du temps? Mais c'est quoi ça? Et je savais pas ce que c'était. Et il y a quelque temps, j'ai réfléchi à ce que c'était. Et en fait, c'est tout simple. La ligne de temps, c'est là où je marque tous les événements dont je me rappelle, dont j'ai un souvenir qu'ils m'ont marqué positif ou négatif. Parce que ça veut dire que ces moments-là ont cristallisé peut-être quelque chose en moi. Et l'idée, c'est, grâce à la ligne du temps, c'est d'aller chercher les événements marquants et de se poser la question, est-ce que j'ai exprimé une émotion ce jour-là? Par exemple, mes parents perdent une maison, on se retrouve à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens. Pourquoi je m'en souviens? Ça veut dire que si je m'en souviens, ça veut dire que c'est interpellant, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que j'ai exprimé l'émotion à ce moment-là? Oui ou non? Si c'est pas le cas, ben alors ça veut dire que c'est cristallisé en moi. Quel événement aujourd'hui me fait revivre cette émotion non exprimée? Ben ça peut être aujourd'hui la perte d'un emploi. J'ai perdu un emploi, j'arrive pas à dépasser ce truc-là, j'arrive pas à passer à autre chose, ou j'ai perdu une relation, ou j'ai perdu quelque chose. J'arrive pas à exprimer ce truc-là, donc ça veut dire que il y a quelque chose à l'époque qui n'a pas été exprimé. Finalement, c'est la non-expression de l'émotion qui va maintenir en haleine l'énergie dans le corps et peut amener le schéma de répétition, peut amener aussi une maladie ou quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va revenir à chaque fois. Donc, à la limite, s'il y avait un truc intéressant à faire, ça serait plus
Pour ceux que ça parle, bien évidemment, si vous voulez faire un géno, faites-le, il n'y a pas de souci, c'est juste de faire un géno, c'est très bien d'ailleurs, ça apprend, c'est parfait. Mais si on voulait descendre dans quelque chose de plus subtil, de plus personnel, moi je serais dans l'idée de créer la ligne du temps et je pense que je vais le faire aussi. Je pense que je vais la créer, moi, ma ligne de temps, pour voir un petit peu où j'en suis, d'ailleurs, dans mon lien avec les autres et dans ce que je vis aujourd'hui. Parce que je pense que ça peut permettre de laisser émerger des programmes inconscients, des souvenirs. Si je me rappelle d'une voiture, si je me rappelle d'un événement, si je me rappelle de l'absence de mes parents à un spectacle, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si par exemple vous avez envie, et ça, je pense que on va le faire demain les gars. On va le faire demain. On va le faire demain. Demain, on va le faire, ce truc, c'est d'aller chercher une problématique à dépasser et d'utiliser la ligne de temps, on me dit, d'utiliser la ligne de temps pour justement aller chercher les souvenirs qui sont reliés, qui m'empêchent de passer à l'action. Moi, je sais qu'il y a quelques jours, je me pose des questions sur un sujet. Et du coup, bon, j'ai fait un travail hier et je suis contente parce que j'ai réhabilité des choses. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'aller voir quels sont les événements antérieurs qui sont reliés au fait que je passe pas à l'action sur certaines choses. Et je sais qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et donc, créer une ligne de temps, pour moi, ça a plus d'impact que créer un génosociogramme qui va nous envoyer des infos, oui. Mais le problème, c'est le mental. Le mental, il va nous envoyer des infos dans tous les sens. Ça va peut-être pas forcément aller dans le sens que l'on veut. Et je sais qu'ils sont en train de m'envoyer les images d'une façon de créer justement ce fameux dessin transgénérationnel. Ben, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils l'appellent même pas génosociogramme. De créer un dessin transgénérationnel d'une autre manière. Et pour tout ce qui touche des syndromes anniversaires, les dates anniversaires, alors on peut l'appeler aussi le schéma de répétition. Je vais terminer là-dessus. En fait, ça n'est que le signal de la répétition. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre la douleur qui est reliée à l'événement. Si par exemple, moi je connaissais une médecin qui m'avait raconté que quand elle faisait ses internats aux urgences, elle avait une femme qui venait tous les 25 du mois avec ou c'est pas tous les 25 du mois, mais c'était tous les 25 de tel mois, c'est ça, du mois de décembre ou je sais plus quoi. Elle arrivait toujours le même jour, même date, avec des douleurs au ventre épouvantables et qu'elle comprenait pas pourquoi. Et que moi, quand elle m'en avait parlé, elle m'avait dit ouais, on n'arrive pas à comprendre, c'est forcément quelque chose. Alors, elle se met un programme dans la tête qui dit que elle a toujours ça à cette période-là. Du coup, son mari il en a ras-le-bol parce qu'il l'emmène toujours aux urgences. Mais au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Elle vient nous déranger. Je lui dis, attends. Je dis, non, il y a un truc là. Je lui dis, moi, ce que je pensais, alors c'était au tout début, quand je commençais dans le métier, j'avais des perceptions, mais ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas maîtrisé. Et je lui dis, moi, ce que je pense, c'est que c'est comme une fausse couche toujours à la même date. C'est comme si elle revivait en boucle l'événement, j'ai l'impression. Je lui sors ça. Elle me dit, mais attends, c'est intéressant ce que tu dis. Elle me dit parce que oui, elle a fait une fausse couche. Ben, je dis ce qui serait intéressant, c'est de savoir à quelle date elle l'a fait. Parce que si ça se trouve, elle rejoue en boucle en permanence toujours la même chose. Et ce qu'elle ressent n'est que le résultat de ce qui s'est passé. Mais bon, je sais pas. Et en fait, elle m'avait envoyé un message quelques semaines après en me disant tu avais raison. Je me suis renseignée, effectivement, elle a vécu une fausse couche ce jour-là, le 25 de je sais plus quel mois, et en fait, elle ne s'en était jamais remis. Et c'est la douleur de la souffrance, beaucoup plus que la douleur biologique, qui lui faisait revivre à chaque fois, ça tournait en boucle parce qu'elle n'avait pas fait le deuil. Et donc en fait, la date n'est que le signal de la répétition, c'est en réalité la douleur de la date de l'événement qui se produit. Donc en fait, la maladie n'est que un indice, parce que l'idée c'est d'aller ressentir ce qui n'a pas été exprimé. Toujours pareil. Et en fait, c'est pour ça le schéma du tourne en boucle. Pour réparer ma lignée, le collectif. Alors attendez, je me libère quand je décide de faire le choix de voir l'amour de la blessure plutôt que le fardeau. Et en fait, l'idée, c'est de revenir. Alors moi, c'est ce que je fais dans quand je suis en expérience, en séance avec vous et que je fais les expériences, les voyages. Souvent, ils me ramènent à ça. Souvent, ils me ramènent. D'ailleurs, oui, je peux le partager, ça c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu hier. Hier, j'ai fait un travail
hier j'ai fait un travail justement sur la notion de la vision du masculin. Et en fait, j'ai travaillé. L'idée de départ, c'était de comprendre. J'avais besoin de comprendre le regard du masculin. J'avais besoin de comprendre. Parce que j'ai une part de moi qui veut progresser, mais j'ai une part de moi qui n'y arrive pas, qui n'y parvient pas. Et c'est cette part blessée que je suis allée chercher. Et en fait, je voyais beaucoup mon père, l'absence de mon père, dans beaucoup d'événements de ma vie. Déjà toute petite. Et il y avait quelque chose qui ramenait quand même au manque de sécurité. En fait, des fois, moi, si je passe pas à l'action, c'est que je me sens pas sécure. Et si je me sens pas sécure, c'est que j'ai pas l'approbation. Si j'ai pas l'approbation, c'est que le masculin est absent. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à mes énergies de m'emmener sur ce truc-là. Et quand j'étais interrogée la part blessée me dit « Je ressens ne jamais être assez à ses yeux. Quand je fais le choix de rentrer dans le même métier que lui, la communication se coupe. Je ressens l'avoir défié. J'ai été à l'encontre de ce qu'il voulait. » Et eux, ils m'expliquent qu'en fait, c'est ça. Eux, ils m'ont montré qu'en fait, dans ma famille, moi, j'ai toujours senti d'avoir vécu avec un paravent à côté de moi. Comme si moi, je vivais ma vie dans la même maison qu'eux. Mais eux, ils sont tous les trois fusionnels. Mon frère, ma mère, mon père. Et moi, je suis à côté. Avec toujours la séparation, le paravent. C'est des fois ce côté de se dire, j'ai l'impression de pas être dans la bonne famille. J'ai l'impression d'être, de pas être assez bien pour eux, de pas faire comme eux, ici et là. Et en fait, les guides m'ont dit, c'est juste qu'il y a une séparation entre vous deux. Et quand j'ai demandé à ce qu'on me ramène aux souvenirs, en fait, ils m'ont montré, c'est ça qui était intéressant, que je vivais comme une personne qui était passée de l'autre côté. Vous savez, les gens qui font des NDE, des morts imminentes, là, des expériences de mort imminentes, et bien quand ils passent de l'autre côté, ils vivent une expérience. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils sont sur une autre planète, qu'ils vivent autre chose. Et là, je me suis dit, mais c'est curieux que vous me disiez ça, parce que j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Alors, moi, j'ai jamais fait d'NDE, je sais pas ce que c'est, mais... Et en fait, il me disait, tu as l'impression d'avoir vécu la même chose toute ta vie. Tu vois la scène de... Alors, je voyais la scène de ma naissance. Et j'avais le sentiment de ne pas avoir été accueillie. Un enfant, un bébé, quand il naît, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en sécurité dans le ventre de sa mère. Quand il naît, c'est un véritable trauma. Il faut qu'il soit accueilli dans l'amour maternel et dans la sécurité. C'est pour ça qu'on fait le pot à pot en premier. Et sauf que moi, ce qui s'est passé le jour de la naissance, c'est que ma mère a fait une hémorragie. Donc, l'image que je voyais, c'était, on prend le bébé, on le met dans sa couveuse, là, et on va sauver maman. Sauf que la fusion était toujours là. Et ma mère m'avait dit, mais j'avais l'impression de partir. J'avais l'impression que j'étais déjà plus là. J'avais l'impression que je n'arrivais pas à revenir. Et du coup, quand les guides m'ont dit, c'est comme si tu avais vécu une NDE, c'est-à-dire que le bébé, c'est l'image que j'ai vue, hein, le bébé dans la couveuse à côté était encore accroché avec énergétiquement, je voyais le nuage, était attaché énergétiquement à maman. Et la soi-disant, le malaise que ma mère a ressenti, c'était en fait qu'elle commençait à passer de l'autre côté. Mais moi, j'étais encore accrochée sur le plan énergétique. Et du coup, c'est comme si, les guides me disent, c'est comme si tu avais accueilli la mort en premier et que tu n'avais pas accueilli la vie. Et donc, c'est comme si j'étais dans cet état de flottement au tout début, sans m'en rendre compte, et je n'ai pas ressenti la sécurité quand je suis née. C'est ça qu'ils m'ont montré hier. Et en fait, le bébé, elle a senti la responsabilité qu'elle ne pouvait rien faire pour redonner la vie à la maman. Et du coup, j'ai cette croyance que quand je ne fais rien, quand je ne suis pas dans l'action, je vais mourir. Parce que l'équipe médicale a fait ce qu'il fallait pour ramener ma mère, mais moi, j'étais comme rattachée à elle, et moi, je ne pouvais rien faire, alors que je sentais qu'elle allait mourir. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que l'énergie masculine qui amène la sécurité et le passage à l'action dans l'éducation des enfants, donc le père, n'était pas présent. Et là, il m'a envoyé des images, des photos de baptême, photos de ma naissance, où en fait, je suis avec ma mère et mon frère, mais pas avec mon père, et mon père a toujours été absent. Et en fait, les guides m'ont seulement dit, aujourd'hui, t'as pas besoin de renouer avec ton père. Bon, tu t'entends avec ton père, c'est très cordial, c'est très poli. Ça s'arrête là. Ton père, il a une façon de voir le monde. Toi, tu as une façon de voir le monde.
La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu accueilles ton père intérieur. Et des fois, quand je suis en expérience avec vous, il y a ma mère intérieure qui vient beaucoup plus que mon père intérieur, parce que mon père intérieur ne vient quasiment jamais, il n'est jamais là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, simplement en accueillant, en donnant de la place à ce père intérieur, j'ai réussi à combler ce vide et j'installe tout doucement ce besoin de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui commence à s'installer en moi, là. Et je sais que cette énergie-là, d'accueillir son père intérieur, va me permettre d'accéder à plus d'abondance, plus de sécurité, plus d'action dans ma vie, parce que c'est seulement ça qui me manquait. Et c'est pour ça que le travail transgénérationnel est une première étape, on va dire, niveau 1. Mais ensuite, plus vous allez mettre de la conscience dans ça, dans le transgénérationnel, plus vous allez pouvoir accéder à quelque chose déjà de plus élevé, de plus conscientisé, de plus spirituel pour atteindre ce niveau-là de votre propre existence à vous, en fait. Les indices qui sont déposés sur votre chemin par le transgénérationnel ne sont que des indices. Premier paravent, il faut aller chercher derrière. Parce que ça ramènera toujours à la même chose, que ce soit un schéma de répétition, un secret non dit, un truc, un machin, ça ramènera toujours à la même chose, un programme inconscient et une émotion qui n'a pas été ressentie, exprimée, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin, les amis. Le lien transgénérationnel, on y met le nez, c'est important, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, selon moi, toujours pareil, selon moi, tout part toujours de la même chose, de ce qui se passe en nous. Et nos proches, notre famille, et la famille que nous créons avec notre conjoint et nos enfants et nos beaux-parents, quoi que ce soit, même les beaux-parents, on peut vous renvoyer en image énormément de choses. Ça n'est que ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce que j'ai pris et de ce que je n'ai pas voulu prendre. Donc, allez observer en permanence pourquoi ceci vous interpelle, qu'est-ce que j'ai récupéré de ceci, qu'est-ce que j'ai récupéré de cela, faites le tri. Le mental ne va faire que vous aiguiller sur des pistes, peut-être aussi très souvent pour vous perdre en chemin. N'oubliez jamais, l'ego, le mental ne veulent surtout pas que ça change. Ils ne veulent pas que ça change. Et moi, je sais que mon mental, il m'a toujours dit, mais t'emmerdes pas à faire ça, va pas chercher ce truc-là, ça te sert à rien, tu perds du temps. À chaque fois qu'il m'a dit ça, ça voulait dire, fonce, la réponse est liée. Donc, allez-y à votre rythme, écoutez surtout votre intuition, demandez à vos ancêtres aussi de vous aider, parce qu'ils sont là aussi pour ça. Et allez-y mollo et lâchez-vous la grappe, si je puis dire, les amis. Donc demain, ce qu'on pourra peut-être faire, les amis, c'est travailler peut-être sur la ligne du temps, et voir un petit peu comment fonctionne un génosociogramme, comment fonctionne un arbre généalogique. On va peut-être pouvoir recevoir des enseignements différents. Donc je vous mettrai demain l'heure du live de demain. Demain, je sais que demain ça sera l'après-midi, chers amis. Ok? On fera ça l'après-midi, chers amis. Donc, n'oubliez pas les amis, de prendre grandement soin de vous, et surtout, tout ceci n'est qu'une question de rendez-vous avec soi-même, tout simplement. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie d'avoir participé à ce live, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin, que ça n'était pas trop compliqué, qu'on ne s'est pas trop égaré du sujet, mais on m'a envoyé dans cette direction pour amener une vision plus aérienne. Voilà. Prenez bien soin de vous les amis, et je vous dis à demain pour le live, demain après-midi. Probablement 14h, mais ça encore c'est à définir. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Ciao.